Europe 1, il est J'aime bien le petit 8h34. coucou sur la Oui, musique oui, de Laurent, c'est mignon. Ah, il y a de la production. Europe 1, 8h34, c'est l'heure de la revue de presse. Avec Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie et Bonjour. bonjour à tous. Ce matin, une de vos journaux, la Cour des comptes distribue les mauvais points. Dans Le Monde d'abord, les transports en commun parisiens au bord de la rupture. Dans Les Échos ensuite, inspection du travail, ce qui doit changer. Finalement, il y en a un qui s'en sort bien ce matin. Le Figaro, d'échéance, François Hollande franchit le premier obstacle. Enfin, le Parisien met en une un billet violet que vous n'avez probablement jamais tenu entre vos mains, celui de 500 €. Ce billet doit disparaître, où l'on apprend d'ailleurs que ce sont nos voisins allemands qui sont particulièrement friands des gros billets, eux qui boycottent la carte de crédit parce que ça fait des frais. Bref, l'Allemagne serait un paradis de blanchiment d'argent sale. Vous êtes comme Nicolas Barré, vous nous emmenez aux États-Unis pour nous parler de la primaire ce matin. Mais oui, tous vos journaux commentent les résultats du New Hampshire, la déroute de Marco Rubio, la victoire de Bernie Sanders, les doutes d'Hillary Clinton. Mais le coup éditorial du jour, il est dans Valeurs actuelles. Entretien exclusif, Trump dit tout. Son usage des réseaux sociaux, par exemple. Je fais la politique du 21e siècle entre Facebook, Twitter et Instagram. Je suis suivi actuellement par 12 millions de personnes. Le tout sauf Trump que lui rappelle le magazine. J'en suis très honoré, dit-il. Vous savez, ce qui les embête par-dessus tout, c'est que je suis le seul à ne pas avoir besoin de contributions financières extérieures. Je ne suis dépendant de personne, d'aucun lobby, d'aucune puissance d'argent. Mais Donald Trump nous parle aussi de nous. Pour lui, les attentats du 13 novembre auraient été limités si les citoyens français avaient eu le droit de porter une arme. Votre police et votre gendarmerie ont fait un beau travail, dit-il, mais en les attendant, c'était open bar pour le massacre. Il nous prédit aussi des révolutions en Europe. Ces gens qui arrivent par millions ont une autre culture, une autre mentalité opposée aux vôtres. La plupart n'ont aucune envie de s'assimiler, de s'adapter, mais veulent faire en sorte que le pays d'accueil s'adapte, lui, à leur mode de vie. Alors bien sûr, il a beaucoup d'amis musulmans. Bien sûr, ils lui disent qu'il a raison de poser le problème. Bref, quelque chose qui peut ressembler quand même beaucoup au mouvement populiste européen. Réponse à l'instabilité géopolitique, à la destruction des classes moyennes. Donald Trump serait un peu notre miroir. Bon, sauf pour la coupe de cheveux. Areva fait beaucoup parler d'elle et s'en serait sans doute bien passé ce matin. Oui, alors il y a ce long portrait d'abord dans Le Point où l'on nous explique qu'Anne Lauvergeon, Atomic Anne, pète le feu. Pimpante et allègre. D'ailleurs, le titre du portrait, c'est « Comment rebondir dans la vie quand on a perdu des milliards ?» Bon, finalement, tout va bien. Même si Anne Lauvergeon n'a pas retrouvé en France un poste à sa mesure, le magazine trouverait ça presque injuste. D'autant qu'à l'étranger, nous dit-il, elle est courtisée. Alors, le naufrage d'Areva, les milliards engloutis des contribuables français, ça ne pèse pas grand-chose. Dans Libération, le ton est quand même très différent. Le journal affiche des révélations sur les conflits d'intérêts qui auraient poussé Areva à acheter en 2007 des mines d'uranium qui se sont révélées inexploitables. D'après Libé, Areva aurait dissimulé des données lors de la description du projet aux fonctionnaires de Bercy qui devaient donner l'accord de l'État actionnaire. Diffamatoire, totalement nul et non avenu selon l'avocat d'Anne Lauvergeon pour qui l'État avait toutes les données en main. Mais finalement, le personnage le plus intéressant selon Libé, c'est Monsieur, l'époux d'Anne Lauvergeon, dont le nom sonne d'ailleurs comme un programme, Olivier Frick. Oui, parce que dans le couple, on travaille ensemble et quand Areva lançait la construction d'une usine, c'était le mari de la patronne, nous dit Libé, qui décrochait le contrat de consultant. On parle à présent de Jean-Yves Le Drian et de son grand-père. Ben oui, on reste dans les histoires de famille, mais celles-là sont beaucoup plus touchantes. Paris Match nous raconte comment le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, a découvert l'histoire de son grand-père grâce à 2 journalistes qui ont contacté des politiques pour les confronter à la mémoire de leurs aïeux pendant la Grande Guerre. Ils ont fait des recherches dans les archives de militaires. Jean-Yves Le Drian ignorait jusqu'au prénom de ce grand-père mort de Boisson, ancien docker. Il ne savait pas que cet homme avait passé 4 ans de sa vie sur tous les fronts, de Verdun aux Dardanelles, qu'il avait perdu ses 10 frères dans la boucherie de 14-18. Sa souffrance l'isole au point que son fils, le père du ministre, fugue et échoue au presbytère de Pontivy où il se convertit. Il entre ensuite dans la jeunesse ouvrière chrétienne où il rencontre sa future femme et c'est là que militera aussi le jeune Jean-Yves, point de départ de son engagement politique. Le ministre ne savait pas, quand il a rencontré au cours de l'opération Serval le 2e RIMA, que c'était le régiment de ce grand-père dont la souffrance a sans doute conditionné le destin de son petit-fils. 2 portraits qui dessinent en partie le Moyen-Orient ce matin. Oui, Le Point nous fait découvrir 2 personnages au parcours bien différents, 2 chefs d'État qui nous racontent ce Moyen-Orient compliqué. Sur les ruines de l'Empire ottoman, le prince Ibn Saoud fonde l'Arabie saoudite qui diffusera l'idéologie wahhabite à coups de pétrodollars, tandis
que Mustafa Kemal, Atatürk, construira une Turquie laïque, refusant radicalement la charia. Mais Sébastien Le Foll en profite pour introduire un troisième personnage, l'écrivain égyptien Albert Khosri, qui n'a écrit que 7 romans dans sa vie, des pépites absolument merveilleuses, parmi lesquelles La violence et la dérision, qui raconte la déstabilisation d'un tyran par un vendeur de cerfs-volants qui décide de faire rire grâce aux messages qu'il envoie dans les airs. On sait depuis le 7 janvier 2015 que les fanatiques totalitaires ont par-dessus tout peur du rire. On se connecte aussi du Huffington Post pour finir. Mais oui, qui nous apprend que les Émirats Arabes Unis viennent de nommer une ministre du bonheur et une autre de la tolérance aussi d'ailleurs. Le paramètre de la réussite du gouvernement est d'introduire des changements réels qui participent au bonheur de l'homme, précise le Premier ministre. C'est un bon début. Bon, il faudra suivre le dossier pour distinguer des résultats concrets parce qu'il y a un autre pays qui avait eu par exemple un président des bisous et le changement c'est toujours pas maintenant. Mais peut-être que dans le remaniement de ce soir, nous aurons nous aussi un ministre du bonheur. Et puis il y a l'indice de bonheur brut au Bhoutan, on en parlait. Exactement, et en fait c'est c'est le point de départ de cette vocation des Émirats Arabes Unis. Comme quoi. Voilà, donc Natacha Polony, ministre du Bonheur et de la Presse ce matin, avec sa revue de presse qui revient demain à 8h30.